Monsieur Alassane Ouattara pense que si lui n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'aura jamais la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui il a la sécurité en Côte d'Ivoire d'après cette dit, c'est parce que c'était lui qui déstabilisait la Côte d'Ivoire. Il a bien dit dans un journal, là où il disait, on frappera le pouvoir de Laurent Gbagbo à un moment donné, et ce pouvoir tombera. Monsieur Alassane Ouattara est un déstabilisateur de l'Afrique, est un déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Et il doit quitter le pouvoir. Franchement, parfois j'ai de la peine. C'est un peu monsieur Laurent Gbagbo qui a un peu été complaisant avec monsieur Alassane Ouattara. Sinon, des personnages du genre, il faut les mettre hors d'état de nuit en les envoyant devant les juridictions. Pour chuter, c'est ce même Alassane Ouattara-là. Surtout dans ce pays-là, et on peut constater que la rancœur, surtout la rancœur accumulée depuis 2010, est encore palpable. 2010, c'est comme si c'était hier quand je lis les commentaires sur les réseaux sociaux. Pourtant, ça date d'il y a 15 ans quand même. Donc, si un enfant était né lors du second tour en novembre 2010, il serait en train d'avoir bientôt 15 ans aujourd'hui. Malgré ça, les choses sont toujours, les rancœurs sont toujours palpables. C'est aussi l'échec de ce qu'on a appelé la réconciliation, parce qu'on a toujours entendu la réconciliation en Côte d'Ivoire. Finalement, elle n'a jamais eu lieu. Et pour une bonne réconciliation, il faut d'abord dire la vérité et faire justice. Donc, même si... Avant de prendre la parole, comme d'habitude, je tiens à saluer le peuple ivoirien épris de paix, de démocratie et de panafricanisme. Je tiens aussi à saluer tous les leaders résistants de la Côte d'Ivoire, en premier lieu le président Laurent Gbagbo, le leader générationnel Guillaume Soro et tous les autres qui m'en excusent si j'oublie leur nom. Maintenant, moi je dirais d'abord pour répondre à mon frère EM, j'arrive pas à lire son nom là, qui m'en excuse, que monsieur Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Car s'il était ivoirien, il n'allait pas embrigader, traumatiser, martyriser le peuple ivoirien pendant, ça fait plus de 40 ans que M. Ouattara est en train de perturber la vie des Ivoiriens. Ça fait plus de 40 ans que M. Ouattara est en train de déranger la vie des Ivoiriens. Ça fait plus de 40 ans que M. Ouattara est en train de mettre à feu et à sang les Ivoiriens. Et ça, en tant qu'Africain, en tant que panafricain, on ne peut plus l'accepter. M. Ouattara n'est pas un Ivoirien. Je dirais même que M. Alassane Ouattara est l'un des plus grands sorts que le diable a envoyé à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ses actions sont terrifiantes. Et c'est un vrai dictateur, un pur sang. J'ai vu une interview de M. Alassane Ouattara là où il disait d'un ton humoristique, « Oh, je suis président, mais j'aurais bien aimé être empereur. » C'est pour dire que lorsqu'on entend ces gens du discours, ce monsieur, il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Et il est prêt à tout pour rester au pouvoir. Même à marcher sur les Ivoiriens, à marcher sur le drapeau ivoirien pour rester au pouvoir. Et ça, les Africains ne vont pas l'admettre. Ça, les Africains ne vont pas l'admettre. Et moi, je demande au peuple épris de paix et de justice de la Côte d'Ivoire de prendre leurs responsabilités de façon constitutionnelle afin de changer la balance. Monsieur Alassane Ouattara, on ne va pas le juger s'il quitte le pouvoir à la CPI, non. Moi, je n'ai jamais été un partisan d'amener les Africains dans les griffes des Européens pour les juger. Les Européens n'ont qu'à se juger entre eux là-bas. On n'est plus au temps de l'esclavage pour qu'on laisse les Africains aller se faire juger par la CPI. Monsieur Alassane Ouattara, lorsqu'il va quitter le pouvoir, il va être jugé en Afrique, au sein des Africains. On va tous s'asseoir et on va le juger nous-mêmes, de façon indépendante. On va l'amener à la Cour africaine des droits de l'homme. C'est là qu'il va s'asseoir. Et on va le juger. Il n'ira pas à la CPI. Parce que s'il va à la CPI, c'est le mettre même dans son cocon.
C'est l'envoyé là où il est le mieux à l'aise. En Europe, on va le juger en Afrique lorsqu'il quittera le pouvoir. Et il va répondre de sa gouvernance. Voici un monsieur qui a enquêté de façon exponentielle la Côte d'Ivoire. Voici un monsieur qui, sous son règne, des citoyens ivoiriens, après déguerpissement, étaient obligés d'aller dormir dans des cimetières. C'est la première fois que je vois en Afrique que, avec tout l'espace qu'on a en Afrique, avec toutes les ressources de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara laisse des Ivoiriens aller dormir dans des cimetières. Et il est à l'aise, lui, au palais, et il fait son one-man show dans sa Maybach. Ce n'est plus possible en Afrique. Ce n'est plus possible. Regardez comment il a éliminé tous ses adversaires et même les potentiels candidats de son propre camp. Ça veut dire que M. Alassane Ouattara n'a confiance en personne et qu'il ne quittera jamais le pouvoir si on ne va pas le chercher ou s'il ne quitte pas le pouvoir comme il est venu au pouvoir. Pourquoi? Comment se fait-il que si M. Alassane Ouattara avait confiance en ses partisans, il a déjà Amadou Gon Coulibaly en le ramenant Manu Militari de la France après une opération cardiaque qui nécessite des années de repos? Comment se fait-il que M. Ahmed Bakayoko, il a été déjà fiolé et il s'est retrouvé bizarrement pour un homme en bonne santé qui était à peu près partout encore dans la fleur de l'âge. On voit ce monsieur passer de vieux trépas, malheureusement, par un cancer fulgurant. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, même le vice-président qu'il a nommé a des problèmes de santé. Même le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo aussi, marche sur des œufs. Parce qu'à la moindre éclatade, il sait comment il sera fiolé. Et il se retrouvera aussi quelque part couché. On ne parle même pas de l'armée, où on voit dans les vidéos de 2002, de 2010, les vidéos de guerre en Côte d'Ivoire, on voit des chefs rebelles faire cette guerre-là en Côte d'Ivoire. Et ces mêmes chefs rebelles, M. Alassane Ouattara les a nommés au sein de l'armée. Et on va dire qu'il n'est pas coupable, il doit assumer entièrement la responsabilité de ces actes, M. Alassane Ouattara. Koné Zakaria, colonel-major dans l'armée de Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major, Ousmane, lui aussi étant rebelle, a été nommé. Ainsi de suite, M. Apalo Touré, etc. En plus de ça, M. Alassane Ouattara gère la Côte d'Ivoire, malheureusement, ce qui me rend vraiment triste, avec sa famille. Masséré Touré, chef de la communication au niveau de la présidence de la République. Elle est de la famille de Ouattara. Le mari de Masséré Touré est ministre de Ouattara. Le frère ou le fils ou photocopie est ministre de la Défense. Ainsi de suite. L'agence ou la direction qui contrôle l'aménagement et la construction des routes, la famille de Ouattara, c'est le fils de Dominique Nouvian, la première dame ivoirienne, qui s'occupe du cacao, qui s'occupe de tout ce qui est négoce, commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire. Tous les secteurs ont été embrigadés par la famille Ouattara, les cousins et parents alliés, comme si c'était un faire-part, la gouvernance étatique. Donc, M. Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir à tout prix, sans aucune effusion de sang. Regardez un peu cette histoire de mettre de côté les parrains, de mettre de côté les candidats. On met de côté Gbagbo, on met de côté Thiam, on met de côté Soro, on met de côté Assalé Tiemoko, on met même la jeunesse de côté, à travers notre candidat des jeunes,
Jean-François Kouassi qui n'a même pas pu récolter la caution, mais lui aussi il a été mis de côté. Donc en fait, M. Alassane Ouattara, il veut juste distribuer des 2%, des 5%, des 3% à M. Jean-Louis Billon, à Mme Simone Gbagbo, à Don Melo, je ne sais même pas d'où lui sort et pourquoi M. Gbagbo lui faisait confiance. Parce qu'il a trahi Gbagbo. Donc, M. Alassane Ouattara veut légitimer ces élections-là. Et le fait même de laisser Mme Simone Gbagbo passer, c'est pour non seulement donner un coup politique à M. Laurent Gbagbo. Sinon, expliquez-moi, cette histoire de parrainage. L'histoire de parrainage en Côte d'Ivoire est plus complexe et plus opaque que l'histoire de parrainage que nous avons au Bénin. On nous dit sur les 33 régions, si je ne me trompe pas, de la Côte d'Ivoire, il faut récolter environ 70 000 parrainages. Mais le calcul est plutôt fait sur une base de 1% des régions, ce qui fait 17 régions, où on doit récolter environ 30 000 à 50 000 parrainages. La fameuse Guinéenne que Alassane Ouattara a amenée à la tête du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire vient nous dire que M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, président de partis politiques influents, n'a pas réussi à réunir les parrainages pour être candidat. On nous parle de fausses cartes d'identité, on nous parle de faux documents administratifs, on nous parle de doublons, et dans un imbroglio total aujourd'hui, M. Alassane Ouattara utilise cette part de parrainage-là, qui est devenue la mode dans la sous-région ouest africaine, pour éliminer des candidats. Lorsqu'on met du côté le braquage farfelu de la BCAO qu'on accorde à M. Laurent Gbagbo, on parle maintenant de parrainage avec des erreurs manifestes, visibles dans les parrainages. Et même dans les calculs, cette dame a fait de mauvais calculs. En parlant des parrainages, lorsqu'on nous dit en Côte d'Ivoire, en droit constitutionnel, qu'il y a des documents, même prenons juste l'exemple des cartes d'identité qui sont fausses, ou qu'il y a des doublons, quel moyen la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a mis en place pour permettre de vérifier vraiment si cette dame guinéenne qui est à la tête du Conseil constitutionnel dit la vérité? Donc ça veut dire que cette dame-là vient et dit, ok, d'accord, bravo, on a des doublons, Monsieur Gbagbo a été parrainé par un citoyen, et on retrouve encore ce même citoyen qui parraine Monsieur Billon, par exemple, on voit des fausses cartes d'identité, donc vous êtes éliminé. Mais quel moyen on a pour vérifier les dires de cette Guinéenne-là qui a été installée? On n'a aucun moyen. On est là et on regarde. Donc ça veut dire que, en fait, le Conseil constitutionnel n'est pas indépendant en Côte d'Ivoire. Il a été phagocyté. Il a été détruit par le gouvernement en place depuis 2010. Parce que c'est ce fameux Conseil constitutionnel-là qui a orchestré la prise de pouvoir de M. Alassane Ouattara en le proclamant après l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, président de la République, lors d'une prestation de serment. Or, c'est ce même Conseil constitutionnel qui avait élu M. Gbagbo Laurent, président de la République après les élections de 2010, pendant que la commission électorale indépendante avait dit que c'était le malheur de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui avait gagné les élections. Donc, je me demande, je ne suis pas féru du droit constitutionnel, mais j'ai quand même eu à écouter M. Joël Aïvor, un excellent professeur en droit constitutionnel. Comment se fait-il que pour un conseil constitutionnel qui statue en premier et dernier ressort, sans voie d'appel, désigne en premier lieu un candidat élu, vainqueur, et quelques mois plus tard, retourne sa veste et désigne une autre personne en tant que président de la République ayant gagné les élections? Je me pose la question,
Est-ce que ce conseil constitutionnel-là, ceux qui sont là, ils ont fait le droit? C'est comme si, je vais faire un test. C'est comme si une dame est enceinte, une femme est enceinte, et elle va faire un test. Et on lui dit, elle va à l'hôpital avec son mari, et son mari fait un test d'ADN, par exemple. Et on dit, après le test ADN, c'est bien vous le père. Et quelques mois après, on vient encore refaire le même test d'ADN. Et les médecins disent, non monsieur, c'est pas vous le père, c'est un Chinois le père. Or, lorsque l'enfant a accouché, on voit très bien que l'enfant ressemble textuellement au papa. Donc en fait, le droit n'existe plus en Côte d'Ivoire. La liberté n'existe plus en Côte d'Ivoire. Avec l'arrestation de M. Ziggy, un influenceur politique proche de l'opposition, qu'on n'a pas retrouvé pendant des jours. Voici un pays dans lequel on envoie des gens encagoulés, masqués, aller chercher les citoyens chez eux, quelle que soit l'heure. C'est comme ça que simple enseignant sur les réseaux sociaux, après un commentaire, un post, on vient le chercher, l'enlever et le jeter en prison à la Maca. Donc, M. Alassane Ouattara doit forcément répondre de ses actes. Et pour moi, il ne fera pas de 4e mandat. Le 4e mandat ne passera pas. Et M. Laurent Gbagbo n'aura... Moi, je demande au président Laurent Gbagbo de ne rien dire, de rester calme chez lui. Parce que M. Alassane Ouattara attend juste que M. Laurent Gbagbo parle, fasse une conférence de presse pour l'interpeller. On a vu le cas au Bénin, hein, avec l'interpellation de notre cher professeur Joël Aïvor et Ricard Madougou. En tant que panafricain, moi, je milite pour le départ immédiat de M. Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Pardon. Pourquoi? Parce que M. Alassane Ouattara est un fléau qui agit sur tous les pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, si le Bénin est dans cette situation, c'est aussi avec l'apport de M. Alassane Ouattara. Et on voit très bien comment le parrainage des deux côtés se joue et travaille pour le pouvoir en place. Au Bénin aussi, en 2019, on a bien vu comment des doublons, par magie, se retrouvaient dans les documents au niveau du ministère de l'Intérieur. Et on prend toujours ce cas de parrainage-là pour parler de doublons, de fausses pièces d'identité. Ça s'est aussi passé au Bénin. Monsieur Adrien Gongwedji en a parlé et le chef de l'État, M. Patrice Talon, a rejeté ses propos en disant qu'il ne veut pas écouter ça lors de leur rencontre en 2019 au Palais de la Marina. Donc, le parrainage a été réellement l'outil définitif qui a été utilisé par M. Alassane Ouattara, qui est le président du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, pour faire du n'importe quoi. Pour finir, Madame Simone Gbagbo, franchement, je suis déçu de sa part quand même, parce qu'elle va adouber une réélection si vraiment il y a l'élection le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Et c'est triste de voir qu'aujourd'hui, Madame Simone Gbagbo est du pouvoir. Moi, je ne cache pas mes mots. Madame Simone Gbagbo aujourd'hui est en alliance avec le RHDP. Ainsi que les autres candidats. Qui connaît Bion en Côte d'Ivoire? Qui le connaît? Politiquement. On voit aussi Charles Blé Goudé, aujourd'hui appelé le crabe, qui aussi est totalement soumis au pouvoir, qui financerait son parti politique, le COGEP. Donc réellement, M. Alassane Ouattara est un fléau pour l'Afrique et on doit militer de façon réglementaire, légale, afin de le débouter du pouvoir pour qu'il réponde de ses actes en Afrique. Il nous a dit qu'il a une demi-douzaine de candidats au sein du RHDP. Mais il ne choisit jamais parmi ces candidats-là pour aller aux élections. Il nous a donné un cas de force majeure. La mort, TikTok, excusez-moi pour le mot, le Djali de monsieur l'ancien premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour se présenter pour un 3e mandat. Donc, ok, cette année-là, quel est réellement le motif majeur pour qu'il se présente? Il nous fait une vidéo en France qui publie, étant en France pour nous dire la crise sécuritaire. Combien d'attaques terroristes la Côte d'Ivoire a connu? Pour qu'il vienne nous parler de crise sécuritaire. Ou M. Alassane Ouattara pense que si lui n'est pas en Côte d'Ivoire, il
qu'il n'aura jamais la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui il a la sécurité en Côte d'Ivoire d'après cette dit, c'est parce que c'était lui qui déstabilisait la Côte d'Ivoire. Il a bien dit dans un journal, là où il disait, on frappera le pouvoir de Laurent Gbagbo à un moment donné, et ce pouvoir tombera. Monsieur Alassane Ouattara est un déstabilisateur de l'Afrique, est un déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Et il doit quitter le pouvoir. Franchement, parfois j'ai de la peine. C'est un peu monsieur Laurent Gbagbo qui a un peu été complaisant avec monsieur Alassane Ouattara. Sinon, des personnages du genre, il faut les mettre hors d'état de nuit en les envoyant devant les juridictions. Pour chuter, c'est ce même Alassane Ouattara là. Lors du décès du feu Houphouët Boigny, a voulu entrejamber la Constitution en tant que Premier ministre en faisant des négociations avec le clan de Houphouët pour empêcher, en ce temps-là, le président de l'Assemblée nationale, M. Henri Konan Bédié, d'être président constitutionnellement comme l'exige la passation de pouvoir en cas d'empêchement du président de la République. Il a voulu entrejamber déjà, depuis les années 1990, la Constitution pour s'ériger au pouvoir. Et Dieu merci, des cadres de ce temps-là, au niveau du clan Houphouët, on peut dire non à ce monsieur-là. Ce qu'il a envoyé un temps en exil. Monsieur Alassane Ouattara est un sauteur de clôture et c'est comment il est venu là, c'est comme ça il va partir. S'il ne veut pas sauter la clôture, il vaut mieux qu'il vienne se rendre dans les mains du peuple ivoirien pour qu'on puisse savoir comment gérer son cas. C'est ce même monsieur Alassane Ouattara là qui a donné la nationalité ivoirienne à monsieur Blaise Compaoré, qui a déstabilisé non seulement la Côte d'Ivoire en abritant des rebelles, en formant des rebelles, mais qui a aussi permis le malheur du Burkina Faso jusqu'à la libération du Burkina Faso par son excellence M. Ibrahim Traoré. C'est Alassane Ouattara qui est à l'œuvre et qui fait tout cela. C'est Alassane Ouattara qui a livré tout le pétrole, le gisement baleine de la Côte d'Ivoire à la France. C'est toujours lui et à l'oligarchie européenne. C'est toujours Alassane Ouattara. Chaque jour, c'est lui. Chaque jour, c'est Alassane Dramane Ouattara. À un moment donné, il faut qu'on tape du poing sur la table afin de lui dire nos quatre vérités. Merci à vous. Ok, merci beaucoup. On va écouter monsieur Gideon. J'espère que j'ai bien lu le nom. Donc, les amis, tapotez, partagez le live. Monsieur Gideon, oui, vous pouvez prendre la parole maintenant. Donc, les amis, si on a des Ivoiriens qui nous écoutent actuellement, qui suivent le live, on aimerait bien avoir leur avis sur la situation du pays. Oui, monsieur Gideon, est-ce que vous êtes là ou pas? Votre micro est toujours fermé. Ok, si monsieur Africa, veuillez m'excuser, j'ai oublié d'aborder un point. Lorsqu'on parle de cette CEDEAO moribonde là, hein, on a vu monsieur l'ancien président du Bénin, le docteur Yaya Boni, aller récemment en Côte d'Ivoire pour de la médiation, pour discuter de paix et des élections. Quel a été le résultat de cette tournée de vacances de monsieur Yaya Boni en Côte d'Ivoire? Zéro. Il a été là-bas. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que M. Alassane Ouattara continue à dérouler son plan machiavélique en excluant tout le monde. Mais on voyait M. Yaya Boni sourire avec M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, dans le cas où tout le monde est exclu, la CEDEAO est où? La CEDEAO s'est tue. C'est pourquoi on doit dégager la CEDEAO aussi de l'Afrique. Pendant qu'ils sont en train de mettre en place une nouvelle force pour déstabiliser encore l'Afrique de l'Ouest. Je parle de la CEDEAO. Monsieur Patrice Talon, qui voulait apporter cette démocratie au niveau du Niger, qu'attend-il aujourd'hui pour apporter cette démocratie-là en Côte d'Ivoire? Qu'attend-il pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Parce que d'après lui, lorsqu'on reste au pouvoir trop longtemps, à ce moment-là, ça devient une situation compliquée. Qu'est-ce que monsieur Patrice Talon attend pour apporter la démocratie en Côte d'Ivoire? Moi, je ne sais pas. Et M. Patrice Talon
aujourd'hui, copie exactement la politique de M. Alassane Ouattara, mais en l'améliorant, avec plus de ruse et de rage. Parce qu'on ne parle pas de troisième mandat direct au Bénin, mais on parle de troisième mandat indirect, déguisé au Bénin aujourd'hui. Et on parlera de quatrième mandat indirect et déguisé au Bénin aussi, et de cinquième mandat, ainsi de suite, pour finir par une dynastie en royaume, si on ne prend pas exemple sur le cas de la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais dire à M. Alassane Ouattara, en tant que citoyen africain, et à M. Patrice Talon, de bien visionner le cas du Népal, qui était une pseudo-démocratie. Lorsque le peuple se lève en majesté, tout s'affaisse, même la Constitution, car le peuple est au-dessus de la Constitution. Ils n'ont qu'à regarder les hommes du Népal, qui pensent sous leur nez. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, les amis tapotés, si on a des Ivoiriens qui écoutent le live, ils peuvent demander à monter pour donner aussi leur avis. Monsieur Kabi ici, vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt. Monsieur Kabi ici, vous pouvez prendre la parole. Ok, on a des soucis de connexion ce soir. C'est souvent ça flotte. Monsieur Kabi ici est descendu. Le nouveau venu aussi est descendu. Alors, on peut bien, comme Monsieur Jean-Yves le disait tantôt, on peut bien faire le parallèle. On parlait des doublons qu'on a connus en 2019 ici entre le PLD et un parti qui s'appelle Moël Bénin, où on a dit les mêmes candidats se sont retrouvés sur deux listes. Et puis, la Sénat a profité de cette situation confuse pour pouvoir éliminer aussi bien le PLD que et Moël Bénin qui était candidat. Donc, on a l'impression quand même que c'est comme deux personnalités qui se passent le mot par rapport à cette situation-là. Et donc, il y a Monsieur Mano Del Rio, je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien aussi la situation de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il est prêt, il peut prendre la parole et puis nous dire un peu comment il apprécie la courte liste qui a été publiée par rapport au candidat. Est-ce que lui, il a des appréhensions par rapport aux élections à ce moment? Monsieur Mano Del Rio, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir Monsieur Biafrika, merci beaucoup. Je suis tombé sur le live par hasard et vu que c'est la Côte d'Ivoire et c'est le pays où j'ai grandi, bon, je me devais de donner mon avis. Effectivement, nous avons tous vu cette liste de 5 candidats. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. On s'attendait à ce que certains candidats soient recalés, ce qui a été fait sur une base juridique. Bon, c'est un débat juridique et vous savez, le débat juridique là, c'est vraiment compliqué à comprendre parce que chacun a son avis tranché. Même les juristes ne s'entendent pas entre eux. Ça fait un. En fait, c'est un sujet sans tête ni queue. Mais le constat est que ce qui inquiète, c'est que quand même pour un ancien président ne pas passer ce verrou juridique là pour un ancien président comme Laurent Gbagbo, ça pose question, même si je ne suis pas partisan de Laurent Gbagbo. J'ai déjà eu on a déjà abordé les sujets de la Côte d'Ivoire et je me suis rangé du côté, on va dire, du côté de la jeunesse. Donc, ni derrière M. Laurent Gbagbo, ni derrière M. Alassane Ouattara et M. Thiam y compris. Même si c'est un nouveau. Mais, la tension est palpable. Je pense que quand je regarde, j'observe beaucoup les réseaux sociaux.
surtout dans ce pays-là. Et on peut constater que la rancœur, surtout la rancœur accumulée depuis 2010, est encore palpable. 2010, c'est comme si c'était hier quand je lis les commentaires sur les réseaux sociaux. Pourtant, ça date d'il y a 15 ans quand même. Donc, si un enfant était né lors du second tour en novembre 2010, il serait en train d'avoir bientôt 15 ans aujourd'hui. Malgré ça, les rancœurs sont toujours palpables. C'est aussi l'échec de ce qu'on a appelé la réconciliation, parce qu'on a toujours entendu la réconciliation en Côte d'Ivoire. Finalement, elle n'a jamais eu lieu. Et pour une bonne réconciliation, il faut d'abord dire la vérité et faire justice. Donc, même si, parce que les deux camps sont impliqués, hein, je veux parler du camp, ce qu'on appelle les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara, vulgairement. Hein. Aujourd'hui, le PDC hier avec M. Thiam est dedans, mais ils ont soutenu hier M. Ouattara dans une coalition. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là auraient dû, en tout cas le gouvernement aujourd'hui, aurait dû vraiment réconcilier les Ivoiriens, quitte à condamner des gens de leur propre camp pour les actes commis il y a quelques années, lors de la guerre, etc. Et ensuite, peut-être les amnistier, histoire de dire, OK, on condamne tout le monde, on amnistie tout le monde, et on passe maintenant, voilà, on oublie tout ça, on répare les victimes, parce qu'il y a eu des victimes, malheureusement, comme dans toute guerre, on répare les victimes, et puis on passe à autre chose. J'irai même plus loin. Prendre des dispositions constitutionnelles pour se dire, OK, nous avons mis le pays à feu, à sang. Je veux parler de 3 leaders. Il y en a un qui est décédé, paix à son âme, Henri Konan Bédié. Mais je veux parler de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Nous avons eu nous avons mis ces gens-là, nous avons mis les Ivoiriens en palabre, comme on dit en Côte d'Ivoire, et finalement prendre des dispositions constitutionnelles qui permettraient de se retirer de la vie politique, quitte à choisir de nouvelles personnes qui émaneraient de ces partis-là. Mais ça n'a pas été fait. Voilà, on ne sait pas. Aujourd'hui, les analyses prédictives sur ce qui va arriver, sur ce que tel ou tel peut faire, moi je trouve ça quand même grossier, parce que c'est un pays qui a beaucoup de complexité. Je l'ai toujours rappelé, hein, il y a beaucoup de complexité. Tous les acteurs en jeu, en tout cas tous les acteurs principaux, ont déjà au moins gouverné ce pays-là. Et honnêtement, en toute objectivité, hein, si on doit parler d'un bilan, positif, faut quand même reconnaître que le pays sous M. Ouattara, avec qui je ne suis pas d'accord sur tout, il faut quand même reconnaître que le pays a quand même évolué. Le pays a évolué. Le pays partait de zéro aussi, on peut dire. Donc, c'est normal, la progression. Mais effectivement, je trouve ça dommage d'avoir éliminé tout ce monde-là, parce que ça va encore puiser dans les rancœurs et c'est déjà palpable. Voilà. Maintenant, pour le parallèle avec le Bénin, je suis le Bénin, mais Monsieur Mano, Monsieur Mano, j'ai une motion pour vous, rapidement, une motion. En quoi la Côte d'Ivoire a évolué? Expliquez-nous comment se fait-il que la Côte d'Ivoire évolue. Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire évolue? OK. Non, expliquez-nous comment la Côte d'Ivoire a évolué d'après vous. Je suis en train de vous répondre. La Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. D'abord, sur le plan des infrastructures. On va commencer par là. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Toute ma vie, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je n'ai fait que 2 ans au Bénin. Donc, je connais bien ce pays-là. Au niveau des infrastructures, il n'y a pas photo. La Côte d'Ivoire a beaucoup évolué, effectivement, sur des dettes, etc. Chacun a son avis. Moi, ça, c'est pas mon problème. Je suis pas forcément je ne veux pas défendre le bilan de M. Ouattara, mais je vois des changements. Déjà au niveau infrastructurel, au niveau de l'administration, des services publics, même si je pense que le Bénin
est plus en avance que la Côte d'Ivoire sur ce plan-là. Sur plein de choses. Déjà en Côte d'Ivoire avant, on disait que la Côte d'Ivoire était la perle des lagunes, mais Abidjan sans. Même M. Laurent Gbagbo l'avait dit quand il était président lors d'un meeting, quand on parlait de la salubrité à Abidjan. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu des casses, des gens ont été délogés. Ça a créé beaucoup de problèmes parce que nos pays, malgré tout, sont des pays qui restent pauvres, non industrialisés. Mais aujourd'hui, il y a quand même de l'amélioration dans la salubrité dans la ville d'Abidjan, par exemple. Alors, il y a d'autres choses sur lesquelles il y a beaucoup à faire sur le volet économique, parce que la richesse de la Côte d'Ivoire, finalement, c'est une richesse qui ne profite pas à tout le monde. Et ça, c'est palpable, ça se voit. Il y a quand même une classe moyenne qui évolue, très honnêtement. La plupart des gens avec qui j'ai fait classe, ce ne sont pas des gens qui avaient forcément des parents richissimes, mais qui ont fait des études et qui, pour la plupart du temps, exercent. Oui. Monsieur Mano, donc si j'ai bien compris, la Côte d'Ivoire a évolué, mais Alassane Ouattara et tous ses députés courent en France pour aller se soigner. Alors, vous rentrez dans des sujets, de toute façon, que ce soit M. Ouattara, que ce soit n'importe quel président africain, je me demande qui se soigne finalement en Afrique, quand je les vois tous. Ça, c'est un sujet, moi, qui me dépasse. La Côte d'Ivoire a évolué, oui. Une évolution n'est jamais parfaite. Si vous évoluez d'un point A à un point B et que le sommet c'est Z, vous avez quand même évolué. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément... Je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec vous. Et malgré les infrastructures, les hôpitaux qui ont été construits, je trouve ça encore curieux que la plupart des politiciens, en tout cas en Côte d'Ivoire, se soignent à l'extérieur. Alors, les partisans disent que c'est parce qu'ils ont peur de se faire mal soigner ou empoisonner, même, je dirais, par des soignants véreux qui seraient de l'opposition, etc. Bon, je trouve ça pas correct. Mais en fait, je veux dire, visuellement, ça a changé, mais dans le fond, il y a beaucoup à faire, comme dans tous nos pays, quoi. Voilà. Et en fait, je voulais revenir, avant que vous m'interrompiez, je voulais revenir sur le parallèle avec le Bénin, en toute humilité, parce que je vais pas dire que je connais les méandres de la politique béninoise, mais en toute humilité, je pense que c'est pas une comparaison à faire, parce que la Côte d'Ivoire a connu une guerre due à des acteurs qui sont encore là. Voilà. La comparaison, effectivement, on peut comparer dans le style de management, le style de présidence, les deux présidents qui s'entendent bien d'ailleurs, hein. Mais faire le comparatif entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, je trouve ça un peu, c'est un peu complexe, à mon humble avis. Voilà un peu ce que je voulais apporter au débat. Merci beaucoup. Moi, personnellement, Monsieur Mano, je ne vois aucun développement, aucune évolution en Côte d'Ivoire. Lorsque toutes les ressources du pays sont tenues par des étrangers, par l'oligarchie européenne et américaine, et ces entreprises-là, qui sont sur place, ne payent même pas leurs impôts régulièrement dans le pays. Lorsque je vois en Côte d'Ivoire, malgré que M. Alassane Ouattara a dit de lui donner 5 ans, faites-moi confiance, donnez-moi 5 ans. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a un professeur pour 95 élèves. Cherchez un peu sur YouTube, dans les réseaux sociaux, même sur TikTok, les vidéos sont là. Un professeur pour 85 élèves en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a évolué en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, là où on surfacture, on détourne la corruption pour construire des routes
Et sur les mêmes autoroutes, on met plus de 2 péages pour continuer à voler l'argent des Ivoiriens afin d'aller mettre ça dans les paradis fiscaux. Source Panama Papers avec l'ancien premier ministre Patrick Archi de la Côte d'Ivoire. Rien ne va en Côte d'Ivoire. Zéro à là-bas. Moi, je ne vois aucun développement dans nos pays en Afrique de l'Ouest. Aucun développement. Parce qu'on n'a même pas nos ressources en main. C'est Jean-Yves, si je peux me permettre, pardon. Je n'ai pas parlé de développement. Je n'ai pas dit que les pays étaient développés. J'ai dit qu'il y avait eu des évolutions. Moi, je ne vois aucune évolution. Lorsque je vois des Ivoiriens qui dorment dans des cimetières, moi, je n'ai aucune évolution là, à ce niveau-là. Lorsque je vois que dans un pays, soi-disant démocratique, on joue au football avec, vous savez très bien le cas de Kofi Toussaint, que à cause de TikTok, je ne peux pas dire sur le live, on joue au football avec ça. Moi, je ne vois aucune évolution. Je ne vois qu'une régression qui dépasse même le temps de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny avait basé l'économie de la Côte d'Ivoire sur l'agriculture. Aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur quoi? Sur des péages, sur la corruption, sur le trafic de stupéfiants. Pendant que le prix du cacao est toujours élevé, il n'y a aucune usine de production de chocolat ni de café à grande échelle en Côte d'Ivoire. Or, ils se disent pionniers dans la production de cacao. Il n'y a eu aucune évolution. Rien, zéro, nada. Et pour ça, M. Alassane Ouattara doit dégager du pouvoir. Et, si possible, la justice devra saisir tous ses biens afin de rembourser ces prêts onéreux qui empêchent les Ivoiriens de vivre décemment. Merci à vous. Alors, sur le cacao, en fait, vous me faites passer pour le défenseur du bilan de M. Ouattara, alors que je ne suis pas un défenseur, je ne suis pas partisan. Mais en fait, sur le cacao, par exemple, il y a 2 mois, je crois, une usine de transformation d'une capacité de 50 000 tonnes a été inaugurée. Vous voyez, voilà, donc c'est ces petites évolutions dont je parle. Je ne parle pas forcément de c'est un pays en voie de développement de toute façon. Hein, donc, il y a beaucoup à faire de toute façon. Beaucoup. Ok. Bonsoir tout le monde.